Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Doudoc, logiciel libre pour produire facilement des contenus. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme Qui a envie d'être sexiste et la PyCon 2024, la convention annuelle française du langage Python. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. L'April est l'association qui promeut et défend le logiciel libre et les libertés informatiques. Depuis 3 ans, notre situation financière n'est plus à l'équilibre. Nous allons donc lancer demain une nouvelle campagne de soutien financier, la première depuis 2015. Je vous en dirai plus en fin d'émission. Nous sommes mardi 15 octobre, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Julie Chomard. Salut Julie. Bonjour et belle émission à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique FHX, votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. Une chronique de Florence Chabanois, présidente de la Place des Grenouilles. Bonjour Florence. Bonjour Étienne. Tu nous poses aujourd'hui une question d'apparence simple. Qui a envie d'être sexiste ? Qui a envie d'être sexiste ? Déjà, bonjour les copaines. J'étais en formation dernièrement et l'un des participants et participantes, lors des tours de table, regardait toujours uniquement les gars quand ils parlaient. Et quand il citait les autres personnes, c'était aussi uniquement les gars, même si j'avais dit exactement la même chose. L'après-midi, je l'entends exprimer des phrases en inclusif. Donc rappelez-vous, l'inclusif, c'est au lieu de dire, par exemple, les réalisateurs, on va dire les réalisatrices et réalisateurs, pour ne pas effacer les femmes. Ce qui fait que je me retrouve à ne plus être la seule à parler inclusif dans le groupe. Tiens, le lendemain, on a un exercice à 2, il ne peut plus ne pas me voir. Ça se passe bien. Et à la pause, il me dit qu'il voudrait un monde meilleur, plus collectif, plus écolo, moins sexiste, qu'il déteste les machos et le virilisme. J'ai mis du temps, moi aussi, à réaliser que je considérais les femmes inférieures, moins intéressantes que les hommes. Par exemple, quand au moment de choisir un cadeau pour mon beau-frère, je reste quelques secondes devant la biographie de Joséphine Baker et ne l'achète pas, car ça ne va pas l'intéresser. Ce serait trop militant. Idem sur des héroïnes, quand il s'agit d'offrir un livre pour un petit garçon. Notez que l'inverse ne pose pas de souci. Quand je suis étonnée que même une femme puisse construire sa maison, piloter un avion, diriger une entreprise, être élue. Quand un gars me monologue, que je le laisse faire, l'écoute attentivement, et qu'au moment où je dis que je dois vraiment y aller là, il me demande « Au fait, comment ça va toi ?» sans que ça me choque, comme si je n'avais pas d'intérêt. Quand Alice Guy, pionnière du cinéma de fiction, présentait ses œuvres, les gens les attribuaient à son assistant. Est-ce que vous aussi, quand un homme apparaît, il fait disparaître les femmes à vos yeux et vos oreilles, qu'elles soient des inconnus, vos amis ou des expertes ? Est-ce que vous êtes misogyne ? Vous ne haïssez pas les femmes, mais vous ne voyez pas le problème sur cette conférence, ce festival, ce groupement de cuisiniers, ce concert, de ne voir que des hommes représentés, qui ne parlent que d'autres hommes, qui ne jouent que leurs œuvres. Parfois, il y a une schtroumpfette au milieu, trouvée au dernier moment, parce qu'on n'est pas sexiste quand même, qui parlera chiffon, ou d'à quel point elle a du mal à trouver l'homme de sa vie. Ah, mais vous n'aviez pas vu qu'il n'y avait que des hommes. Pour vous, le talent n'a pas de sexe. Le sous-entendu, en s'arrêtant ici, c'est que les femmes n'ont pas de talent, pas de compétences. Sinon, elles seraient là. Finalement, le talent a bien un sexe, celui du mal. Personne ne veut être sexiste. Ne pas voir que la misogynie est omniprésente, même en nous, est le plus grand barrage au changement et le meilleur allié du patriarcat. Ce n'est pas de votre faute. Tout est fait pour, ou rien n'est fait contre.
Pendant un festival, j'avais participé à un jeu où, par équipe, on devait trouver le plus de femmes possible dans des domaines précis. L'écriture de livres, les mathématiques, les inventions, l'histoire, la musique classique, le sport, la politique, l'économie. Eh bien, heureusement qu'on était en équipe. En effet, selon une étude du centre Hubertine-Auclair, dans les manuels de français de seconde, on compte 6% de femmes contre 94% d'hommes recensés. Les femmes autrices, 4%, et artistes, 7%, sont très peu citées par rapport à leurs homologues masculins, 96 et 93%. En philosophie, on touche le fond, avec 0,7% de femmes philosophes citées. 5 fois versus 695 fois pour les hommes philosophes. Parmi les personnalités historiques et spécialisées, dans les sciences, le sport, la critique littéraire, les sciences humaines, etc., les femmes s'élèvent à 15% versus 85% d'hommes. Finalement, le domaine dans ces manuels où les femmes sont le plus représentées sont le journalisme, avec 28%, youhou, face à 92% d'hommes. Les femmes sont beaucoup moins représentées et en plus, leurs noms sont beaucoup moins répétés. Chez Hatier, par exemple, qui cite 8% d'autrices, Victor Hugo est cité 49 fois, tandis que George Sand est cité une seule fois. Ce n'est pas mieux dans l'école primaire. Le mémoire de Marion Petit compte 24% de personnages principaux féminins présents dans les romans, récits et nouvelles de la liste de référence des œuvres du 3e cycle, c'est-à-dire le CM1. Dans les médias, l'Arcom compte un taux de parole des femmes à 34% versus 66% pour les hommes. Et dans le sport féminin, on atteint 5% versus 95% de sport masculin. Côté politique, dans les municipalités, 20% des maires sont des femmes, des mairesses. Côté musique, 7% des œuvres jouées dans des orchestres sont celles de compositrices, selon Elle Women Composers. Côté cinéma, un quart des films d'initiative française ont été réalisés par des femmes. 29% des scénaristes sont des femmes. Notez qu'on passe à 77%, donc 3 fois plus, lorsqu'il y a au moins une femme réalisatrice, avec un impact également sur la féminisation de l'équipe de tournage. Enfin, côté art, au Palais des Beaux-Arts de Lille, par exemple, on compte 135 œuvres de femmes qui sont conservées sur un total de 60 000 œuvres. Ok, bon, j'arrête de vous assommer avec cette statistique déprimante. Tout ça pour dire qu'avec si peu de représentation, il n'est pas étonnant de croire que les femmes n'ont pas fait et ne peuvent pas faire grand-chose. On chie ce qu'on mange, du sexisme, quand on mange du patriarcat à longueur de journée. Une façon simple et joyeuse de se démisogyner et d'enfin voir les femmes et leurs œuvres, d'en connaître, de les respecter, de les admirer, c'est d'en consommer explicitement, de manger autre chose. Depuis plusieurs années, je ne vais voir que des films de réalisatrices. À la base, cela ne devait durer qu'1 an. Mais l'expérience était tellement passionnante et libératrice que je continue et élargis à peu près tout. Au début, j'ai ressenti de la culpabilité à écarter les œuvres d'hommes, les pauvres. En réalité, vu les décennies à me faire gaver d'œuvres masculines, ça va, j'ai de la marge. En première étape, vous pouvez partir d'un loisir et observer le genre des représentations du milieu et celui des créatrices de ce que vous consommez. Par exemple, si vous jouez à des jeux de société, qui crée ces jeux de société? Qui écrit et dessine les bandes dessinées que vous lisez? Qui est à l'origine des livres, de la musique, de la peinture, des séries que vous aimez? Dans un second temps, si vous êtes curieux et curieuse, allez chercher les créateurs et les créatrices sous-représentés, qui rencontrent bien plus d'obstacles pour être visibles. Appliquez-vous un quota. Soyez paritaire dans votre vie, pour vous comme pour les autres, notamment vos enfants, qui, ils et elles, ne croient pas qu'une fille vale moins. Je crois même que sans ces efforts conscients, dans le monde actuel, nous sommes condamnés à être misogynes et sexistes. Goûtez donc cet autre monde, c'est un voyage pavé de pépites. Je partagerai quelques ressources dans les notes et n'hésitez pas à m'en envoyer également. Merci beaucoup Florence, et merci de cette dose de réel pour nous aider à nous, je vais essayer de le dire directement, démisogyner. C'est dur. Oui, c'est dur, ouais, c'est pas facile comme enchaînement de consonnes. Alors, merci beaucoup. Puis moi j'ai du haut de mon esprit là, qui me vient une recommandation. Moi j'aime bien la SF et une autrice de SF que j'adore qui est Ursula Le Guin, alors, qui est assez connue je pense pour les amateurs et amatrices de SF, mais voilà, je pense pour donner... Je ne sais pas, merci. Et je te recommande vivement, notamment Les Dépossédés, qui est vraiment, je trouve, un livre excellent. Et comme l'était ta chronique, excuse-moi. Et on se dit au mois prochain pour une
Une nouvelle dose de réel. Merci Étienne, merci tout le monde. Bonne fin de journée, salut Florence. Et à présent, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Doodok, le logiciel libre pour produire facilement des contenus. Avant ça, nous allons écouter Tear Apart the Walls par System Failure. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Some they get beaten and others locked up for fighting for a world that's less fucked up. And if you think different and if you misbehave, they will lock you up. They will put you in a cage. So let's burn, burn the prisons down, burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Systematic violence to all that object, getting tight with your hands to your bed, and this is what they call justice. This is what they call fair. So let's burn, burn the prisons down, burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. I knew you were safe, but you just never know in the hands of the state. So let's burn, burn the prisons down, burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Nous venons d'écouter Tear Apart the Walls par System Failure, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte donc sur Doodok, le logiciel libre pour produire facilement des contenus. Je vais pour cela passer la parole à Laurent Costi, vice-président de l'April, qui va animer cet échange avec ses invités, que je lui laisserai le soin d'introduire. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou directement sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton chat. Bonjour Laurent, et je te laisse la parole. Bonjour Étienne, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis particulièrement content d'animer cette émission sur Doodok pour plein de raisons. Alors d'abord, c'est l'aboutissement d'une idée d'émission évoquée il y a plus de 2 ans avec Julien Bonhomme lors des journées du logiciel libre éducatif à Lyon. Voilà, Julien Bonhomme rencontré lors d'une journée du libre à Sarrebourg en 2016 où je représentais l'April. Donc je le salue au passage. Ensuite, c'est une belle occasion de parler d'outils pédagogiques, de logiciels libres et de pratiques collaboratives. Et enfin, malgré les 3 ans que j'avais pour comprendre finalement ce qu'était Doodok, je dois reconnaître que j'ai encore quelques lacunes. J'appréhende Doodok comme un processus plutôt que comme un produit fini, mais vous me direz tout à l'heure si j'ai bon. Bref, nos invités qui contribuent quotidiennement à Doodok et qui accompagnent des usages dans des contextes très divers vont pouvoir nous aider à appréhender ce qu'est Doodok. Et nous allons commencer par leur demander de se présenter et de nous raconter comment ils et elles sont arrivés là. Pauline, tu commences ? Je pense que tu as bon, Laurent, en disant que Doodok est en effet plus un processus qu'un produit, mais on va pouvoir déplier un peu ça. Je pense
d'abord, c'est né comment ? C'est une longue histoire d'Oudoc, et c'est d'abord l'histoire d'un collectif, l'Atelier des chercheurs. Et donc, elle a plus de 10 ans, comme le rappelait Louis dans un billet de blog récemment. Donc, ça ne rajeunit pas, mais on est passé par plein de versions, plein de prototypes, jusqu'à des outils fonctionnels et aujourd'hui, comme Doudoc, utilisés. Mais peut-être le tout début, ça a été une rencontre aux Arts décoratifs de Paris, donc une école de design, où moi j'étais en master, comment on l'appelle déjà, design graphique et multimédia, je crois le nom de la section précisément, et Louis était en post-diplôme en design d'interaction, et donc en fait c'est surtout né d'abord d'une rencontre et d'une appétence commune à travailler des questions d'interaction et d'outils libres évidemment. On était très contents de pouvoir bidouiller des choses qui fonctionnaient bon an mal an. Et c'est vrai que assez rapidement, est née l'idée, moi après mon diplôme, et puis Louis étant toujours en post-diplôme, on a commencé à travailler notamment, et Sarah nous a rejoints, on reviendra sur Sarah qui aurait dû être des nôtres, on est 3, l'atelier des chercheurs c'est 3 personnes, donc Sarah a rejoint le post-diplôme une année plus tard. Et a rejoint l'aventure, on a commencé en fait à faire des ateliers dans des écoles primaires où on était nous-mêmes animateurs sur le temps périscolaire. Donc pas directement enseignants, mais bien plutôt dans une démarche d'accompagnement et d'initiation au design et aux pratiques du design. Le design étant quelque chose d'assez obscur quand même pour beaucoup de gens. Et avec les enfants, on a couvert un peu toute la palette de ce que peut être le design, donc du design graphique au design objet, au design d'interaction. Enfin, on a fait pas mal de choses. Et au cours de ces ateliers, nous est apparu assez crucial l'idée de documenter les projets qui s'élaboraient au fur et à mesure des semaines avec eux, pour que, dans un premier temps, déjà qu'ils puissent faire sens un peu des processus dans lesquels ils s'engageaient, sachant qu'on les voyait une fois par semaine, donc pouvoir revenir sur qu'est-ce qui a été fait la semaine d'avant, comment est-ce qu'on peut montrer et donner à voir ce qu'on fait, sachant qu'on prototype beaucoup, donc c'est beaucoup d'essais-erreurs et d'itérations. Et donc de là est née la première, c'était une mallette à l'époque, qu'on trimballait de classe en classe et qui permettait, avec une petite GoPro qui était scratchée sur la mallette et tout ça relié à un ordinateur, on plaçait, les élèves venaient placer en dessous leur production et prendre des photos. Et de là est née vraiment notre obsession, je pense on pourrait dire aujourd'hui, sur l'écriture et l'écriture multimédia que permet aujourd'hui Doudoc. Merci Pauline. Bah écoute Louis, si tu peux. Alors on a eu quelques éléments sur ton parcours, mais si tu peux compléter. Oui, donc bonjour à tous déjà pour commencer. Donc moi je m'appelle Louis, je suis designer indépendant aujourd'hui et membre du collectif effectivement depuis ses débuts. Initialement d'ailleurs on était aussi un collectif plus large avec notamment je pense à Ferdinand qui travaillait avec nous aussi et d'autres personnes avec donc cette question d'animer des ateliers et puis progressivement aussi de penser les outils qui allaient accompagner ces ateliers. Et au fur et à mesure des années, par envie de continuer à travailler ensemble, en fait, on a un peu cherché des prétextes, animé des ateliers bénévoles, puis parfois trouvé des projets rémunérés qui ont permis d'enrichir à la fois certains outils comme Doudoc, qui existent depuis presque les débuts, et d'autres outils en parallèle, dont on parlera peut-être, comme les cahiers du studio, qui sont des outils nés dans des contextes assez différents, et qui ont aussi accompagné notre développement personnel, donc qui étaient quelque part un peu des plateformes d'expérimentation pour nous en tant que designers et développeurs. Donc moi j'ai aujourd'hui une casquette de designer interactif et développeur indépendant. La majorité de mon temps sont des projets open source dans le cadre de l'atelier des chercheurs pour lesquels je suis rémunéré pour ça, par des associations, par des institutions, parfois par des partenaires privés. Mais avec toujours cet enjeu qui était dès le début de notre collectif de travailler sous licence libre, de vraiment imposer ce cadre-là et que l'intégralité des productions devait être diffusée, documentée pour que d'autres personnes dans d'autres cadres puissent s'en emparer, les détourner, les reprendre, participer au développement. Donc des fois on a des financements pour développer un outil, mais des contributeurs extérieurs qui n'étaient pas du tout prévus en fait deviennent des contributeurs principaux parce que ça les intéresse dans leur cas d'usage qui ne sont pas vraiment ceux qu'on avait imaginés à la base. Donc on a un peu ce développement très organique et qui a toujours, depuis les débuts, été mené par l'envie de travailler ensemble. En fait, c'était un super prétexte pour bosser ensemble et parce qu'on avait plaisir à le faire. Et comme on y a beaucoup réfléchi, mais comme on n'est pas parti dans la voie de l'entrepreneuriat, du fait de monter une start-up et un produit qu'il faudrait vendre, en fait, ça nous a toujours laissé la liberté de
d'être dans l'atelier des chercheurs quand on avait envie, de travailler sur les sujets, sur les outils quand on avait le temps, et ensuite éventuellement de trouver d'autres collaborateurs, d'autres lieux, notamment des classes, des Fab Labs, des tiers-lieux, des espaces de résidence pour le théâtre, comme j'évoquais tout à l'heure, donc des contextes très différents mais qui nous plaisent et des gens avec qui on avait envie de travailler, donc c'est un contexte somme toute très plaisant au quotidien, très agréable et qui nous accompagne depuis une dizaine d'années. Alors vous parlez de partenaires, on va revenir sur des exemples précis pour que les gens comprennent bien ce qu'on peut faire avec Doudoc. Je me posais la question, puisque vous avez parlé d'ateliers périscolaires dans un premier temps en tout cas, des partenariats aussi avec des associations d'éducation populaire, parce qu'on sait qu'elles sont beaucoup impliquées sur ces temps périscolaires. Oui, peut-être, c'est vrai que la chose qui a lancé vraiment, véritablement aussi, qui a permis de fonder un peu cette collaboration dont parlait Louis, ça a été, après ces ateliers d'initiation à l'école primaire, une année entière dans une classe de CP, avec un enseignant qui nous a ouvert les portes de sa classe, grâce aussi à Olivier Foss, qu'on remerciera jamais assez d'ailleurs, qui était formateur en informatique pédagogique, ça s'appelait à l'époque. Donc voilà, qui nous a mis en lien avec cette classe. Et de là est né moi, mon travail de thèse, donc, parce que du coup, mon rôle au sein du collectif est de faire du design d'interaction, mais aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les pratiques qui se développent, et surtout, c'est quoi les effets de ce genre d'écriture, de ces modalités d'écriture-là. On pourra y revenir si vous voulez. Mais du coup, cette première année-là a été vraiment géniale pour expérimenter toute une série de choses et avoir un peu une idée des effets sur le temps long aussi. Et donc après ça, non mais c'était relativement dans le même temps en fait. D'ailleurs, on était beaucoup en lien avec des Fab Labs qui eux se posaient la question d'utiliser le prototype de Doudoc, c'était proto-Doudoc à l'époque, quand même ça n'avait pas la même tronche, mais qui se posait la question de l'utiliser pour documenter de manière assez chartée les productions faites en Fab Lab. C'est quoi un Fab Lab, s'il te plaît ? Alors Fab Lab, c'est des ateliers, des laboratoires de fabrication. Et les Fab Labs, donc c'est parmi les tiers-lieux, c'est un type de tiers-lieu où va être mis en avant des activités, développer des activités de production et de fabrication, notamment via des outils à commande numérique, donc des coupeuses laser par exemple, des brodeuses numériques, il y a toute une série d'outils assez typiques des Fab Labs qui permettent de fabriquer tout un tas d'objets, soit du quotidien, soit des prototypes un peu plus fous. Et voilà, donc c'est vrai qu'à cette époque-là, nous on était intéressés à essayer de répondre via la production, le prototypage de Doudoc à ces deux cahiers des charges, on pourrait dire, qui est un cahier des charges plus éducatif et un cahier des charges plutôt comment est-ce qu'on fait pour créer de la connaissance partageable parmi les Fab Labs, que ça circule, de se dire, ce qui a été fait à Rennes peut circuler à Marseille, peut circuler dans un petit Fab Lab, je sais pas moi, à Dourin. Et donc, très bien, la mise en commun donc, de ce qui exactement. est produit, ça, on voit bien encore aujourd'hui que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors pour préciser, le lien vers ta thèse sera mis sur la page de l'émission pour ceux que ça intéresse, mais ce que tu évoques est extrêmement intéressant, me semble-t-il, sur le plan éducatif. Alors, je propose peut-être de prendre 2-3 exemples pour essayer de rendre concret un usage des usages de Doudoc. Alors moi j'ai regardé évidemment sur le wiki, sur le forum pour télécharger le logiciel. Donc on parle de capture de photos, vidéos, son, images, stop motion. Stop motion c'est l'image par image justement, faire des animés, des choses animées. Collecte et édition de choses produites. Voilà, comment ça se fait au quotidien avec Doudoc ? Alors là, on est vraiment sur la partie outils, donc c'est ma casquette à moi. Pauline, c'est la casquette recherche. Moi, j'ai la casquette vraiment fabrication et développement des outils qui sont téléchargeables et disponibles en ligne. Et pour préciser rapidement, Sarah, c'est plutôt la casquette animation d'atelier et activité pédagogique. Mais donc sur la partie outils et sur Doudoc en particulier, l'enjeu, c'est de proposer les différentes manières de collecter des traces sur les temps d'activité. Donc je suis en train de fabriquer en Fab Lab un objet, je suis en train d'expérimenter telle machine que je ne connais pas. Je suis en classe, j'apprends à tracer une lettre, et c'est être un peu dans des situations du faire, de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir collecter sur le moment comme trace de cet apprentissage ? À travers les années, nous, on a constaté que la photo ou la vidéo ou l'enregistrement sonore étaient des manières assez efficaces et rapides de collecter, d'enregistrer des données sans sortir de l'activité. Il y a toujours un peu cet enjeu, cette tension dans la documentation à
enregistré à collecter parce qu'on en aura besoin plus tard, on sera content de l'avoir fait, mais en même temps sur le moment c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas la documentation quand on est en train de faire, donc il y a un peu cette tension à résoudre et qui est jamais simple. Mais l'idée dans Dodoc, c'est très facilement de collecter, d'archiver, de mettre de côté, mais du coup d'avoir des traces sur le moment, de noter des idées, de mettre de côté un petit peu cette matière. Et ensuite, dans un deuxième temps, et le plus souvent de manière collégiale ou partagée, de réfléchir à la manière dont ces traces vont venir s'inscrire dans un récit, dans une narration qui va pouvoir suivre plusieurs gabarits. Donc il y a un choix à faire dans les gabarits. Quand c'est en classe, ça se fait vraiment d'une manière un peu collégiale, tous ensemble. Et puis quand c'est en Fab Lab, c'est plutôt un travail individuel ou travail de groupe. À savoir que dans la version 10 de Dodoc, qui est la dernière version, il y a 3 gabarits principaux qui sont le récit, qui est une sorte de format blog assez linéaire avec des chapitres. Le format page à page, qui lui permet d'éditer des documents imprimés, qui est un sujet qui nous a toujours beaucoup intéressés, étant de formation graphiste tous les 3. Et puis le troisième gabarit, c'est un gabarit de cartographie interactive. Donc l'idée, c'est d'avoir d'un côté les éléments rédigés, préparés, et puis de l'autre côté, de les placer sur une carte pour créer comme une déambulation, un parcours, un chemin qui permet d'identifier, par exemple, l'origine des ressources qu'on utilise quand on est dans un lieu de fabrication, ou de raconter une promenade sonore, ou une collecte dans la nature, enfin ce genre de choses. On travaille notamment pas mal avec des associations comme la Fabrique des communs pédagogiques et la Classe dehors, qui sont des organismes qui promeuvent le fait d'imaginer la classe à l'extérieur comme une forme très légitime et très intéressante d'éducation et d'apprentissage pour les élèves. Donc voilà, ce genre d'outil s'inscrit un peu dans cette logique-là aussi d'expérimentation par l'exploration. Merci Louis. Éventuellement illustré par un cas concret, un projet qui vous a marqué, par exemple dans une classe ou dans un Fab Lab, je ne sais pas quel est raconter un projet qui s'est déroulé. Moi, je peux peut-être parler justement de ce qui a été fait avec Serge. Alors, mais d'abord, à ta question, c'est drôle, j'aurais eu envie, moi, de répondre. Dis-moi ce que tu as envie de faire et on verra ce qu'on fera avec Dodoc, en fait. Et il y a vraiment, je pense que c'est un peu au centre de notre approche. À chaque fois qu'on rencontre des personnes intéressées à travailler avec nous, c'est avant même, nous, de leur mettre dans la bouche ou dans la tête des idées. Ça va être d'abord, parle-moi de tes pratiques. Et en fait, il y a toujours une sorte de manière d'utiliser Dodoc qui est un peu couteau suisse pour se brancher ou essayer d'amener ailleurs l'activité ou d'explorer des nouvelles manières de développer, je sais pas, je pense à de la rédaction. Donc, si je vous donne un exemple concret avec donc Serge, avec qui nous avons mené cette première expérience pendant 1 an. Une des choses qu'il faisait, lui, c'était de beaucoup travailler avec une sorte de, on pourrait dire, son téléphone portable comme un visualiseur. Donc, il s'approchait de ce que faisaient les élèves, par exemple. En CP, on commence à apprendre le tracé des lettres. Donc, par exemple, une ligne de L. Et il s'approche et il mettait son téléphone sur un vidéoprojecteur qu'il du coup diffusait au sein de la classe. Et donc les autres élèves voyaient le tracé d'un élève en train d'essayer de faire ses L. Et bien typiquement, ça a été le démarrage d'une idée où on s'est dit, tiens, on pourrait utiliser Dodoc un peu dans cette idée-là, mais du coup les élèves iraient indépendamment, alors par petits groupes de 3 sur Dodoc, produire des modèles de tracés de lettres qu'il destinerait d'ailleurs aux élèves de maternelle. Ça, c'était un peu pour leur donner aussi une adresse. Donc, il faisait des petites capsules vidéo où il dessinait, il traçait très consciencieusement, du A jusqu'à Z, chaque élève étant responsable d'une ou 2 lettres. Et ça a été une activité, d'une part, qui est partie vraiment de la pratique située de Serge. On n'a pas imaginé et conçu de notre côté une idée d'activité qu'on a tout d'un coup proposée à l'enseignant. C'est vraiment dans la relation avec lui que ça s'est monté. Et ce qui a été super intéressant, c'est de se rendre compte que là où on peut avoir tendance à focaliser sur la capsule vidéo produite, en fait, ce qui a été vraiment transformateur dans sa pratique pédagogique du fait d'utiliser Dodoc, ça a été de se rendre compte que tout d'un coup, c'était la division du travail qui comptait dans la classe. Comment est-ce qu'on se répartit les rôles pour produire cette capsule vidéo ? Donc, il y en a un qui va vérifier l'écran, il y en a un autre qui va tracer, il y en a un autre qui va aller chercher de quoi évaluer la lettre qui vient d'être produite, etc. Donc, toute une distribution de la production et de la connaissance, de la manière aussi dont on évalue une production au sein des élèves. Et ensuite, une restitution qui donnait lieu à beaucoup de questionnements sur c'est quoi produire un standard ? En fait, produire une lettre, et quand on se dit, le tracé du L, c'est une vraie discussion dans les communautés pédagogiques, de se dire jusqu'où on va dans le fait
standardiser et de dire tu dois monter 2-3 lignes, etc. À quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on se met ces contraintes-là, etc. Donc on déplie tout d'un coup aussi toute la réflexion qui est au centre de pourquoi est-ce qu'à un moment une connaissance c'est celle-ci et pas une autre ? Comment on l'évalue ? Comment est-ce qu'on se distribue cette charge de production ? Pourquoi ? À qui on l'adresse ? Etc. Donc tout ça, là je vous ai cité sur une lettre, ça a pu être après sur des projets que les élèves commencent à imaginer eux-mêmes et ils chartaient aussi. Pour revenir un peu et faire le lien avec les Fab Labs tout à l'heure, ils commençaient à charter c'est quoi une bonne documentation. Charter, tu peux expliquer ce que tu entends par charter ? Essayer de justement standardiser c'est quoi une bonne documentation, ça commence par quoi ? Un titre, le matériel utilisé. Enfin, là je vous donne des exemples, mais en fait chaque collectif va décider pour lui-même qu'est-ce qui doit figurer pour que cette documentation soit pertinente pour la communauté à laquelle elle s'adresse. Dans une documentation, donc par exemple, ils pouvaient faire comment est-ce qu'on utilise une paire de ciseaux. Et donc, ça va être quoi ? La bonne fiche technique produite par des élèves de CP qui va permettre de comprendre comment bien utiliser une paire de ciseaux, par exemple. Donc voilà, je pense que du coup, pour aller dans le sens de ce que disait Louis tout à l'heure, c'est vrai que là, on vous cite ces exemples-là, ça a pu être du coup... pour aussi chercher à un peu sortir d'une sorte de parfois tendance à la commande. Quand des personnes viennent nous voir, ils peuvent avoir tendance à nous dire est-ce que vous pourriez répéter ça qu'on a vu que vous faisiez ou faire ci ou ça. On avait élaboré avec Sarah d'ailleurs tout un jeu de cartes qui cherchait à essayer de concevoir des activités pédagogiques qui nous sortent un peu de ce qu'on aurait tendance à faire et donc qui mélangeait à la fois des contraintes outils, des contraintes de situation, des contraintes d'activité et d'objectifs, de compétences, etc. Et donc ça permettait un peu de se dire on pourrait aussi développer une émission de radio. Donc Sarah a fait des émissions de radio, donc ça nous sortait un peu de Doudoc dans l'idée. Mais en fait, c'était très cohérent par rapport toujours à ces expériences et ces pratiques qui permettaient tout d'un coup de faire autrement avec les élèves et qu'ils aient une place centrale dans ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils avaient envie de tester, etc. À vous entendre, la place et le rôle de l'animateur ou de l'animatrice, là, elle est assez vitale et assez essentielle parce que c'est vrai que la tendance peut être d'aller directement à l'outil. C'est rassurant pour l'animateur qui est pas très expérimenté, je pense. Et là, il faut quand même réussir à dépasser justement cette approche par l'outil en disant voilà, j'arrive avec un outil, je vais épater. Comment vous faites ? Alors du coup, ça veut dire que par rapport à d'éventuels futurs animateurs, vous les formez ? Comment ça se passe tout ça ? Tout ça, c'est vraiment du registre de l'informel. Pour le moment, on a eu l'occasion d'animer des formations sur plusieurs jours. On l'a fait notamment dans le sud de la France il y a quelques années. On a fait plusieurs sessions. Mais comme nous, on ne voit pas vraiment les outils comme des produits autonomes et qu'on est plus dans une logique de méthodologie, de créer un cadre, de penser des activités pédagogiques, en fait, très vite, les choses dépassent juste on va apprendre l'outil pour l'outil, quoi. Donc, c'est un peu cette tension qui nous intéresse aussi, mais qui fait que quelque part, on ne se satisfait pas de l'idée de former des gens au logiciel pour qu'ils soient autonomes dessus. Bien sûr, ça, on pourrait le faire. Et l'idée, c'est toujours d'avoir une documentation pour que les gens puissent, en autonomie, mettre un premier pied à l'étrier. Et puis, dans le travail de design d'interface, il y a aussi un vrai souci sur ne jamais apporter... Enfin, c'est un peu cette tension qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels libres, mais ne jamais apporter gratuitement une fonctionnalité qu'on aurait pu faire, donc autant la mettre. Toujours questionner... Est-ce qu'on n'est pas en train d'introduire de la complexité qui rend l'interface plus complexe pour tout le monde, pour le bénéfice de quelques-uns qui ont un cas d'usage très spécifique ? Donc, on essaie toujours un petit peu de garder un peu c'est un peu le regard des jeunes enfants qui ont envie de faire des choses très concrètes et de ne pas se perdre dans une interface qui serait trop chargée. On voit beaucoup aussi en Fab Lab des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec des outils numériques. Donc, essayer de profiter du fait qu'un support numérique est quand même une interface très puissante, très riche, mais en même temps de ne pas succomber à la tentation d'en mettre partout et d'avoir plein de fonctionnalités dans tous les sens. Ça, c'est toujours un peu la difficulté. Et donc le modèle économique fait que nous, on est ravis quand les gens qui sont experts du logiciel s'en servent et forment d'autres personnes. On n'est pas, au contraire, on peut même donner des coups de main, répondre à des questions pour des gens qui sont plus experts, qui formeraient d'autres personnes et qui auraient besoin d'en savoir plus. Mais on ne gagne pas d'argent sur le fait de former des gens, c'est pas l'objectif non plus. Donc, alors du coup je me permets une question parce que sur l'atelier des chercheurs j'ai vu qu'il y a la licence associée, alors j'ai peut-être regardé trop rapidement, c'était une CC by SA-NC, ce qui sous-entendrait qu'on peut pas
faire des formations payantes avec Doudoc. Mais du coup, c'est un choix. Comment ça s'articule tout ça? Ça a changé il y a 2-3 ans. Alors, ça m'intéresse de savoir où tu as trouvé cette information. Il est possible que je n'ai pas mis à jour cette page-là. Alors, on va préciser pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas tout ce monde-là. C'est vrai que cette licence-là, pour les puristes libristes, n'est pas reconnue comme libre. Voilà, parce que du coup, finalement, ça limite un usage des 4 libertés. Voilà, je me permets de le préciser. Absolument. Et après, voilà, il peut y avoir des choix aussi. Hein. Ça peut faire. C'est une logique parfois aussi d'un modèle économique parce que c'est le choix de la communauté qui a mis en place le projet. Mais voilà, je me permettais de poser cette question-là. C'est une excellente question et qui oblige à rentrer un petit peu dans la partie technique. Mais très rapidement, je peux dire que du coup, le logiciel est sous la licence GNU AGPL v3, donc, qui permet du coup à n'importe qui de télécharger, redistribuer, partager, installer sur un serveur. Mais elle nous protège dans le sens où une entreprise ne pourrait pas récupérer Doudoc, modifier le code et proposer un service payant sans faire bénéficier à la communauté des améliorations du logiciel. Donc il y a un peu cette obligation-là. On a mis cette licence néanmoins à l'origine sur tout, mais ça n'avait pas de sens au niveau du code, c'est pour ça qu'on s'en est débarrassé. Et elle était trop restrictive. Par contre, elle est sur les pictogrammes qui ont été dessinés. Bien sûr. Donc c'est très spécifique, ça n'empêche rien sur l'utilisation. C'est juste pour pas se retrouver avec ces pictogrammes vendus sur des plateformes payantes de pictogrammes, par exemple, des choses comme ça. Mais sinon, oui, l'idée, c'est évidemment que la licence n'empêche pas la diffusion. Et au contraire, nous, on est ravis de découvrir que des gens utilisent les logiciels bien au-delà du contexte qu'on a prévu. On a des traductions en français, anglais, occitan, allemand, néerlandais, de gens qui, justement, ayant voulu l'utiliser dans le cadre de classe, notamment avec des élèves qui n'étaient pas forcément anglophones, ont proposé des traductions. Donc plus ça circule, plus on est heureux globalement. Parfait, merci. C'est très très clair comme réponse. Alors du coup, je me posais la question de la valorisation de tout ce qui est produit et finalement, ça me faisait penser à Movilab, qui est finalement une plateforme qui collecte une quantité incroyable de projets, d'expérimentations pour les tiers-lieux. Donc j'imagine que c'est parce que c'était spécifique aux tiers-lieux que vous avez voulu peut-être ne pas converger avec cette plateforme-là et faire une plateforme spécifique Doudoc. Parce que finalement, on pourrait se dire comme ça, en première approche, hein, avec un regard vraiment très lointain, que ça aurait pu converger. C'est une bonne question et qui mériterait une émission pour répondre parce que en fait alors à l'origine quelque part c'était un peu égoïste, mais il y a 10 ans l'idée pour nous c'était de découvrir, d'expérimenter par nous-mêmes et de se former aussi. Donc on n'était pas développeurs à l'origine et on l'est devenu par la force des choses parce qu'on avait envie d'aller au-delà du prototype. Et au fur et à mesure où on s'est amélioré, on a appris des choses, on a enrichi les outils et complexifié, mais avec des principes très spécifiques. Donc typiquement, Doudoc marche à la fois dans une version serveur en ligne, donc comme le serait un service comme Framapat par exemple, donc uniquement en ligne sans avoir à installer des choses sur son ordinateur. Mais on a aussi des versions hors ligne qui permettent de travailler sans être connecté à Internet, mais qui permettent quand même de travailler en réseau local. Donc l'enjeu, ça a toujours été de proposer un outil qui permettait d'être déconnecté de la grille, qui permettait de travailler sans avoir des serveurs distants quelque part dans l'équation. Mais par exemple en classe, on peut avoir juste un ordinateur fond de classe, 5 tablettes dans la classe. Les élèves n'interagissent qu'avec les tablettes. L'ordinateur fond de classe est uniquement là pour jouer le rôle de serveur central. Et tout le monde peut travailler ensemble en temps réel. Tout est synchronisé tout le temps en temps réel. On peut faire un livre à plusieurs en même temps. Il n'y a pas de problème de conflit, il n'y a pas de souci dans l'édition des contenus. Donc tout a toujours été un peu pensé avec ces principes-là et compatible à Raspberry Pi. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Et du coup, ces principes n'étaient pas forcément compatibles avec des outils existants. Donc au fur et à mesure, on a un peu défini notre propre CMS. On a mis en place nos propres logiques. Donc il n'y a pas de base de données. Tout est flat file. Donc tout est stocké dans des dossiers et des fichiers de manière à ce qu'un enseignant qui ne maîtrise pas vraiment puisse prendre une clé USB et faire ses backups lui-même. Ses sauvegardes. Voilà. En fait, comme on part de zéro et qu'on y bosse depuis 10 ans, on a un peu pris le temps de mettre en place les briques et qui sont du coup très spécifiques à notre logiciel, mais documentés quand même et qui ont quand même du sens pour les gens pour lesquels on les fait. Donc, on fait régulièrement un état de l'art des logiciels qui s'approchent et qui proposent d'autres choses, et on trouve qu'ils sont vachement bien, mais dans les situations dans lesquelles on intervient ou avec les gens avec lesquels on travaille, en fait, c'est pas nécessairement les plus adaptés. Donc voilà, on trouve toujours une pertinence à Doudoc et c'est chouette, mais si un jour un logiciel était plus puissant, plus adapté aux situations dans lesquelles on bosse, on serait ravis de mettre de côté le développement et d'y contribuer. Merci, je vais passer la parole à Étienne. Merci. Du CMS, il me semble qu'on peut définir ça comme l'habillage graphique.
Ouais, alors Donc, CMS bon. en particulier, c'est gestionnaire de contenu. C'est la manière dont on va enregistrer, stocker les contenus. Nous, en particulier, ce qu'on manipule beaucoup, c'est des fichiers, donc c'est des photos, des vidéos. Et quand on est développeur, on se pose beaucoup la question de comment on récupère ces contenus-là, où est-ce qu'on les stocke, comment les gens vont les consulter, comment ils vont pouvoir les dupliquer, les supprimer, les administrer avec des permissions et tout. Donc, se faire son CMS, c'est WordPress par exemple, c'est comment on va interagir avec cette base de données, quoi, concrètement. Parfait. Donc WordPress, qui est un logiciel libre qui permet le CMS. Exactement. Alors je vous propose de faire une pause musicale. Nous allons écouter Oh My My par Two Bullets for the Devil. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. The end is coming nearer and everything goes wrong. There's poison in the water and a virus in the air. Chaos rules the city, stupidity in the world. No one knows the answers to questions we don't dare to ask. To questions we don't dare to ask. And I say, oh my, nothing more is there to say than oh my, and all I say is oh my, and all I say is oh my, yeah, and I say oh my, nothing more is there to say than oh my, and all I say is oh my, and all I say is oh my. On the eve of destruction, on the edge of the world, and I guess around the corner, everything just falls apart. God, he died the 25th of November, when all is lost. The only thing to say is this. The only thing to say is this. And I said, oh my, nothing more is there to say than oh my, and all I say is oh my, and all I say is oh my, yeah, and I said oh my, nothing more is there to say than oh my, and all I say is oh my, and all I say is oh my, come on. And I say, oh my, nothing more is there to say than oh my, and all I say is oh my, and all I say is oh my, yeah, and I say, oh my, nothing more is there to say than oh my, and all I say is oh my, and all I say is oh my, and all I say is oh my. Nous venons d'écouter Oh My My par Two Bullets for the Devil, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Laurent Costier et ses invités nous présentent le logiciel libre Doudoc. Et avant de lui rendre la parole, je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission du jour sur le site causecommune.fm, bouton de chat.
Merci Étienne. Donc nous sommes avec Pauline et Louis et nous parlons de Doudoc, un outil pédagogique extrêmement intéressant, qui permet vraiment de grandes libertés dans les démarches pédagogiques. Alors on a évoqué pas mal de choses que je vais être incapable de résumer. Enfin si on a expliqué ce qu'était Doudoc, et puis ce que j'aimerais bien qu'on aborde maintenant, c'est peut-être comment ça se passe au niveau de la communauté de Doudoc, comment elle se construit au fil du temps, parce que j'imagine que c'est quelque chose de longue haleine, que c'est pas forcément toujours simple. Peut-être toujours pour revenir un peu sur les 10 années, mais essayer de faire synthèse sur cette question. C'est vrai qu'on a une communauté qui a d'abord été, donc comme je le disais, on va dire tiraillée entre deux grandes questions, hein, donc les questions éducatives où là on avait la chance donc de connaître progressivement des enseignants. C'est beaucoup passé par le terrain et pas tellement par dans la chaîne de l'administration de l'éducation nationale. C'est vraiment au niveau terrain que ça s'est passé, donc découverte d'enseignants assez formidables qui nous ont vraiment bouleversés. Je pense tous les trois on était on a découvert des pratiques géniales. On peut citer par exemple aussi le travail qu'on a pu faire au Blé en Herbe, qui est une école maternelle, où là ça nous a déplacés parce qu'on est déjà l'élémentaire. Bon, il faut penser un certain nombre de choses pour un public très jeune, qui n'a pas forcément l'habitude de toutes les conventions numériques. Et là, il a fallu se déplacer encore avec un public qui ne sait pas lire. Et donc ça a été super intéressant de voir comment justement cette enseignante-là arrivait à se projeter avec ses élèves dans des usages qu'on n'avait pas du tout pensé comme ça. Donc on a commencé à développer par exemple des manières de se connecter à son compte avec des petits statuts que les élèves pouvaient faire en argile. Enfin voilà, c'est pour vous dire aussi qu'à chaque fois on arrive à greffer des activités qui sont peut-être un peu plus loin du numérique, ou en tout cas ont attrait avec le faire matériel. Très concrètement. Voilà, mais qui arrive à se relier d'une manière ou d'une autre à ces pratiques d'écriture centralisées autour de la plateforme de Doudoc. Donc ça a été beaucoup de rencontres d'enseignants et de formateurs aujourd'hui qu'on appelle les ERUN ou ERIN, je ne sais pas. Mais, voilà, qui sont ces personnes c'est pas forcément très connu comme statut dans l'éducation nationale, mais c'est des personnes qui font de la veille sur ce qui existe en termes de logiciels et notamment logiciels libres. Ils sont assez sensibles à cette question et ils vont se mettre en lien avec ils sont sur un secteur et du coup ils connaissent très bien des classes et ils voient quel projet pourrait faire sens et quelle mise en lien pourrait être faite pour développer telle ou telle pratique ou tel outil. Donc ça c'est vraiment ces personnes-là qu'on a rencontrées en premier. Et côté Fab Lab, ça a été beaucoup l'association Tiers-Lieux Édu, qui justement s'intéresse à promouvoir le développement de Fab Lab qu'on a défini avant, donc de laboratoires de fabrication, donc là aussi assez concret, dans des écoles. Donc là, avec toute une série de questions et d'enjeux qui vont aussi bien du cadre juridique, de comment est-ce qu'on ouvre les locaux pour faire ça, à des questions très concrètes de quel matériel on va faire arriver dans les écoles et comment est-ce qu'on va développer ce genre de pratique avec les élèves, à des questions de sécurité. Enfin, vous voyez, ça touche pas mal de choses. Mais donc, ça a été un peu dans un premier temps, les communautés avec lesquelles on a beaucoup échangé. Et progressivement, on a été contactés. Et c'est là où c'est assez riche de voir sans qu'on l'ait du tout imaginé dans un premier temps. Voilà, on se fait contacter par un théâtre qui a envie de travailler avec nous. On se fait contacter par, plus récemment, des personnes qui travaillent dans le design et qui veulent documenter des pratiques et leurs effets sur le territoire. Donc là, aussi un projet européen avec lequel on a travaillé pour développer des enquêtes urbaines. Donc on voit que tout d'un coup, on sort aussi de contextes strictement éducatifs, scolaires, et on se met en lien. Et ce qui est super intéressant, on avait fait... D'ailleurs, au 110 BIS, qui est le laboratoire d'innovation de l'éducation nationale, on avait réuni, il y a déjà peut-être 5-6 ans, tous les partenaires avec qui on était en lien à ce moment-là. Et dans leur diversité, ce qui était génial, c'est que du coup, elles pouvaient commencer à imaginer des pratiques croisées. Donc ça donne quoi, une compagnie de théâtre qui parle à un enseignant de maternelle et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent tout d'un coup, dans ce que fait la personne qui fait du théâtre, qu'est-ce que peut là-dedans se réapproprier une enseignante ou un enseignant et le faire avec ses élèves et vice-versa, quoi. Et donc du coup, cette circulation a permis une communauté assez diverse et des échanges de pratiques vraiment, vraiment chouettes. Cela va pas non plus sans difficulté. Dans votre tête, c'était d'abord le monde scolaire qui était visé, et effectivement, après, l'histoire a fait que vous avez été sollicité, du coup, vous avez ouvert, ou finalement, il y avait pas cette focalisation sur la classe?
Là, c'est toujours compliqué pour moi de répondre à ça, dans le sens où moi, ma thèse, elle a vraiment... c'est un peu un mouton à 5 pattes, quoi, dans le sens où elle est du coup disciplinairement un peu éclatée. D'accord. Donc les sciences de l'éducation font partie, évidemment, du socle disciplinaire dans lequel on a un peu navigué. Et ça se retrouve dans Doudoc de la même manière. C'est-à-dire, c'est une situation parmi d'autres. Et par contre, en fait, je pense que notre rapport à l'apprentissage dépasse largement ce qu'on entend par apprentissage et développement, parce que du coup, c'est beaucoup de psychologie développementale. Comment est-ce que, en fait, oui, on apprend, on grandit. Comment est-ce qu'on apprend de nouvelles choses? Comment est-ce qu'on est curieux? Comment est-ce qu'on garde une motivation? Enfin, ça va chercher aussi sur les affects. C'est pas que des compétences au centre de l'apprentissage. Et du coup, on a toujours eu cette, je pense, vocation à être attiré par des situations qui nous appellent et qui cherchent à faire des pas de côté par rapport à des pratiques éprouvées. En gros, on pourrait le dire comme ça aussi, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à tout d'un coup susciter l'envie du décalage? D'accord. Et du coup, dans le théâtre, comment est utilisé Doudoc? C'est dans quel but? Alors, Doudoc n'est pas utilisé dans le théâtre, enfin en tout cas pas à notre connaissance. Après, on découvre souvent après coup que des gens s'en servaient, mais comme ils ont des bugs, ils nous contactent, et s'ils n'en avaient pas eu, ils nous contacteraient jamais. Donc laissez des bugs dans vos programmes, c'est ça? C'est une excellente idée. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, du coup, le studio théâtre de Vitry venait d'accueillir une nouvelle directrice qui portait dans son projet l'idée d'avoir une plateforme numérique qui permette aux compagnies en résidence sur place de montrer ce qu'était une résidence au théâtre, ce qui s'y passait, comment se créait en fait une pièce sur ce temps de plateau qui est le temps juste avant la première, en fait, juste avant la première présentation d'une pièce. Et du coup, j'imagine par des recherches internet, ils sont tombés sur Doudoc, ils ont vu qu'on était un peu calé, intéressé par cette question de la documentation, et ils nous ont contactés et ils nous ont dit on veut Doudoc pour notre lieu. Et nous on leur a dit mais est-ce que vous êtes sûr, enfin avant d'installer Doudoc chez vous, on va peut-être venir voir ce qui s'y passe et on va faire des workshops avec des compagnies, on va prendre le temps de regarder comment ça se passe, comment ça se déroule et à quel endroit on pourrait s'insérer. Et du coup la conclusion a été vous n'avez pas besoin de Doudoc, il faut plutôt penser une interface spécifique. Donc encore une fois, sans rentrer dans l'aspect technique, mais le code côté serveur, celui qui va gérer les contenus, est commun. C'est le même que Doudoc, parce que sinon on deviendrait fou et on n'arriverait plus à maintenir tout ça. Mais l'interface, du coup, elle est spécifique à un public qui n'est ni des enfants, ni des utilisateurs de Fab Lab, mais vraiment des compagnies au théâtre qui travaillent en particulier sur un temps précis et défini, avec une logique ici d'organisation, un peu comme une frise chronologique. Et donc, c'est cet outil qui s'appelle Les Cahiers du Studio qui habite ce lieu du studio théâtre de Vitry-sur-Seine depuis 6 ans et qui a accompagné plusieurs dizaines, peut-être même centaines de compagnies lors de leur résidence sur place. Et l'enjeu, c'est aussi que les compagnies, du coup, suivent un petit peu cette proposition d'utilisation lors de leur résidence, mais peuvent aussi repartir avec leur contenu et le logiciel si elles souhaitent continuer de s'en servir ou participer à son développement en suggérant des fonctionnalités, des modifications, de choses qui leur auraient bien convenu. Enfin voilà, il y a un peu cette logique-là. Et en fait, c'est une manière de travailler qu'on retrouve beaucoup dans notre collectif, qui est que souvent les gens viennent nous voir en nous disant on aimerait bien installer Doudoc chez nous, et nous on leur dit mais avant ça, comme disait Pauline, on va peut-être regarder ce qui se passe. Et puis parfois la réponse c'est c'est pas Doudoc qu'il vous faut, c'est un autre outil. Toujours autour de cette question de la collecte, du fait de mettre en commun, il y a toujours un peu ces principes de la collaboration, de travailler ensemble et de partager les contenus et de déhiérarchiser en quelque sorte les collectifs. Mais voilà, on n'a pas une réponse unique qui serait Doudoc est la solution à tout, sûr. Et loin de là, et au contraire, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Ça, je trouve. Parfois, il y a un peu une pensée magique sur les outils. C'est vrai que nous, on se retrouve beaucoup à dire alors en fait, ça va pas être une question d'outils, votre problème n'est pas là. Et donc, ça fait partie peut-être bien souvent de notre réponse. Et alors, comment vit la communauté? Comment elle se retrouve? Qui l'anime? Quelle fréquence? Alors, ça, c'est un vrai sujet sur lequel on n'est pas très bon. Mais disons qu'il y a 4-5 ans, la communauté, c'était encore beaucoup des échanges par mail avec nous au milieu. Et puis pour les développements, ensuite, clairement, c'était pas pérenne, c'était même pas très compatible avec notre organisation, notre manière de penser les choses. Donc on a ouvert un forum, vous trouverez le lien sur la page de l'émission, qui est destiné à accueillir autant des retours, des suggestions, que des témoignages sur les utilisations des outils, que voilà, un peu tout ce qui tourne autour de nos outils, mais même à la limite plus largement des pratiques pédagogiques qui sont pas forcément dépendantes des outils qu'on développe.
Donc ça, c'est un premier point d'entrée. On développe aussi sur un repository, un espace de code en ligne à la fois sur GitHub et aussi il y a un miroir sur la forge des communs pédagogiques qui est du coup maintenant géré par le ministère, enfin par l'Éducation nationale, qui héberge maintenant des projets libres là-bas. Donc vous pouvez publier là-bas des retours et participer à la communauté. On continue à recevoir beaucoup de mails de gens qui posent des questions. On essaye de les rediriger vers le forum avec cette idée que c'est pas forcément nous qui détenons toutes les réponses et que la communauté peut aussi comme ça s'auto-entretenir, se développer et qu'on soit pas toujours le centre. Et sur la contribution, il y a un peu cet enjeu à ce que le code ne soit pas contribué par une seule personne, parce que clairement, depuis plusieurs années, Sarah contribue presque très peu de code et c'est surtout moi qui le fais, et ce qui me chagrine un peu, donc j'essaye de documenter mon code, mais c'est vraiment une difficulté qu'on retrouve d'ailleurs sur pas mal d'outils libres, mais on en parle parfois entre nous, on utilise cette expression là du facteur bus, là, le bus factor. Qu'est-ce qui se passe si je me fais écraser ? C'est sûr que si moi je me fais écraser, et que la documentation est pas solide, c'est compliqué pour quelqu'un de mais reprendre, même solide, quelqu'un qui devrait résoudre un bug devrait se taper quand même pas mal de code pour comprendre ce qui se passe, malgré mes explications, et malheureusement en termes de pérennité, voilà, c'est un peu fragile à ce niveau-là. Après, nous on continue à trouver des nouveaux projets qui nous permettent de pérenniser la maintenance, de garder une sorte de fonctionnement de roulement un peu permanent, mais les développements du logiciel sont clairement dépendants du fait qu'on ait des nouveaux projets, des nouveaux partenaires qui nous apportent des nouveaux financements, qui nous permettent de consacrer vraiment du temps, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire sur un temps bénévole, on continue à le faire et on adore ça, mais quand on s'embarque dans des grosses refontes ou dans des gros développements, il nous faut pouvoir y consacrer plusieurs mois et être vraiment investi, et là ça demande de trouver le bon contexte, le bon projet. Il n'y a pas de rendez-vous régulier avec la communauté en fait, instauré il en a été même question. Par visio ou finalement c'est le mail plus le forum quoi. Finalement, le mail qui a glissé vers le forum, c'est ça si je comprends bien. Exactement. Après il y a un Framateam que j'ai créé la semaine dernière en me disant allez on va essayer Framateam. Merci Framasoft, merci beaucoup. Il pourrait tout à fait y avoir une visio toutes les semaines si des gens en faisaient la demande sur le forum. Je serais ravi, et puis je pense que Pauline et Sarah seraient contentes de participer de temps en temps, à se dire on se retrouve 1 heure toutes les semaines et on parle d'un sujet ou un autre et on peut poser n'importe quelle question. Donc voilà, tout est possible, et il y a une petite communauté qui progressivement se développe, mais ça reste pour l'instant très, très petit. Après, c'est vrai que je pense que on le disait tout à l'heure sur les outils, d'essayer de défocaliser de l'outil, même si évidemment que c'est central et important, mais c'est vrai qu'on s'intéresse aussi beaucoup à faire vivre des pratiques d'écriture. D'ailleurs, le vocabulaire évolue, c'est-à-dire on était beaucoup documentation au début, avec cette idée que la documentation agissait sur les situations, etc. Donc regarder ses effets, et puis c'est vrai que plus ça va, plus c'est quand même, on pourrait dire, on centre notre travail autour des pratiques d'écriture et ce qu'elles peuvent... on se rattache là à des courants même de pensée très, très vieux et très larges, mais qui n'empêchent, du coup, permettent aussi d'imaginer que des communautés nouvelles, et c'est le cas, sont en train de rejoindre aussi ces questionnements en ayant peut-être l'outil un peu moins en focale première. Et du coup, ça va être là, typiquement, récemment, ça a été, nous, on travaille avec des fermes qui ont envie de raconter leurs pratiques. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer des récits de fermes imprimés à moindre coût ? Est-ce que ça doit circuler de manière numérique ou de manière... pas numérique, est-ce que c'est destiné pas plutôt juste à la communauté très locale ? Enfin voilà, du coup on va se poser des questions plutôt de quel type de contenu en fait on crée et à qui ça sert et quels effets possibles ça peut avoir aussi politique. De plus en plus il y a des questions quand même comme ça qui arrivent. Récemment, plus récemment, ça va être sur des sujets de lutte. Comment est-ce qu'on raconte des questions plus de groupes qui ont envie de se raconter. Et donc la question souvent, c'est quelle est dans la gamme d'outils qu'on a, parce qu'on en parlait de 2, mais on en a une famille. On essaye de voir, de piocher peut-être des petits modules qui pourraient répondre de manière assez locale et localisée à leurs problématiques. Et donc ça permet un peu de peut-être se détacher un petit peu de ce problème du bus factor et d'essayer d'imaginer que si les outils meurent, les pratiques ne vont pas mourir, elles. Donc voilà, ça, oui, c'est d'abord encourageant. D'abord les pratiques et l'écoute, et l'écoute du besoin. C'est plutôt sain, je trouve. On a un peu évoqué, mais peut-être que vous pouvez étayer un peu sur la question du modèle économique autour de
Oui, question aussi très difficile, qui nous occupe depuis 10 ans. C'est rarement facile dans le logiciel libre. Hein. Oui, mais c'est vrai que, comme l'a dit Louis, je pense que nous, on a quand même été formés dans une école où l'idée de devenir je ne sais pas si start-up c'était le mot, mais en tout cas une entreprise centrée produit, était assez évidente. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de raison de se poser des questions là-dessus. Bon, nous, assez vite, avec tout ce qu'on a raconté avant, je pense qu'on sent que, ayant plutôt envie de parler de processus et de pratique, c'est tout de suite se faire identifier comme on vend un produit ou un service. Ça nous enfermait dans quelque chose qu'on n'avait pas du tout envie de faire. En fait, on ne se voyait pas installer tout plein de rôles au sein de notre collectif de travail qui serait de la réponse à du FAQ ou de la maintenance et ce genre de choses. Enfin, on ne se voyait vraiment pas. Aussi parce qu'on a eu je l'ai dit au début, mais il y avait des objets physiques. Donc d'abord une mallette, et puis il y a eu des stations de documents qu'on appelait les stations de documentation, qui étaient des meubles. Voilà, donc on a aussi développé toute une série d'objets qui plaisaient beaucoup. Et donc on nous appelait pour nous dire combien on peut vous acheter votre station. Et nous, ça faisait partie de mes questions. Vous ne vendez pas de kit en fait sur le site, hein, on est d'accord. Non. Par contre, on encourage les gens à mettre les mains dans le cambouis et à essayer de les faire eux-mêmes. Donc il y a toute la documentation en ligne, et puis du coup il faut prendre contact avec un Fab Lab du coin. Il faut se mettre en relation avec plein de gens, donc on force un peu ce trait-là. Presque un parcours initiatique en quelque sorte. C'est ça, mais qui permet par la suite de plus être tout seul, et il me semble que ça va exactement dans le propos. Donc, du coup, on a, je pense, au fur et à mesure affirmé ce refus de se structurer de cette manière, ce qui a continué d'encourager plutôt des démarches du genre des personnes nous contactent, trouvent que ça répondrait bien à leurs besoins, peut-être avec une adaptation nécessaire à la marge. On travaille à cette adaptation, on voit si ça bénéficie au reste d'ailleurs de la communauté, et comme l'a dit Louis, on voit si on fait une sorte de logiciel ad hoc ou une interface séparée, ou si on est plutôt à modifier Dodoc. Et ensuite, ça nous permet de faire en fait des contrats à chaque fois, sachant qu'on est tous les trois indépendants, sur des statuts d'artiste-auteur. Donc on est un collectif de fait. On n'est pas l'atelier des chercheurs aussi. Enfin, c'est structure de fait, quoi. De fait, ouais. Ok. Ça faisait partie de mes questions. Pendant longtemps, un sujet a été de se transformer en association. Ouais. Et notamment, ça nous a été suggéré fortement par des gens autour de nous, des enseignants ou autres, qui auraient pu s'appuyer sur ce statut associatif pour nous faire intervenir plus facilement. Mais en fait, on peut être artiste invité dans des classes. L'année dernière, j'ai fait des résidences en école primaire ou au lycée, et j'étais artiste invité. Alors, je venais pas avec je suis pas artiste, mais cette casquette suffisait et fonctionnait pour me faire intervenir. Et du coup, le statut associatif nous aurait certainement rajouté une certaine lourdeur qui n'était pas nécessaire. Et puis, en fait, l'idée, c'était de jamais trop perdre l'envie de chacun de contribuer au collectif. Et par exemple, l'année dernière, Sarah était enseignante à Nancy pendant 1 an, et elle a pas animé d'atelier, elle a pas participé au développement des logiciels plus que ça, parce qu'elle avait beaucoup d'autres choses à gérer. Mais elle continue d'en faire partie, et cette année, elle va avoir plus de temps pour s'investir et proposer des choses. Et donc l'idée, c'est de jamais se retrouver dans une structure qui nous oblige à faire des choses qu'on n'aurait pas trop envie de faire. Donc pour l'instant, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est là où ça peut être un peu enquiquinant, c'est cette question de la garantie de maintenance, de résolution de bugs à plus long terme. Donc toutes les briques qu'on a mis en place, en fait, permettent à tout moment de récupérer ces données, d'exporter des choses. Rien n'est jamais fermé, propriétaire, impossible à sortir. Donc même si nous, on disparaissait du jour au lendemain, en tout cas, tous les contenus collectés, contribués jusque-là dans Dodoc ne disparaîtraient pas et pourraient être facilement récupérés, et les instances continueraient à tourner sur les ordinateurs. Enfin, il n'y a pas de raison que ça s'arrête comme ça, quoi. Peut-être une autre difficulté économiquement dont on parle souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour financer d'autres rôles que le développement. Parce que, en fait, malheureusement, quand on se met en lien avec des gens, souvent, en plus, on est quand même avec des collectifs à petit budget. Hein, on ne travaille pas pour des grosses boîtes. Donc, il faut faire rentrer ça dans des enveloppes assez réduites. Et c'est vrai que, un peu spontanément, le rôle qui paraît évident de rémunérer, c'est le rôle du développement. Donc, Louis, et c'est pour ça qu'il est à plein temps, d'ailleurs, c'est le seul de nous trois depuis
beaucoup d'années maintenant à plein temps sur l'atelier des chercheurs. Nous, alors aussi parce que, comme tu l'as dit, voilà, moi je suis très contente aussi de faire de la recherche par ailleurs, Sarah de faire aussi d'autres choses, donc je veux dire, c'est quelque chose de choisi aussi, mais n'empêche qu'on a du mal, et c'est une vraie question, je trouve, qui serait intéressant de réussir à laquelle il faudrait réussir peut-être à trouver des solutions collectivement, de se dire comment est-ce qu'on rémunère aussi des considérations qui vont plus s'intéresser aux pratiques et aux effets. Je pourrais vous proposer de faire une campagne comme l'April va faire à partir de demain, c'est ça, hein? Bon, voilà. pardon, Oui, non, mais c'était habile, hein, enfin plus ou moins habile. Mais voilà, donc en effet, c'est des sujets de toute façon récurrents dans le livre. Mais c'est vrai que nous, ça se pose à l'endroit, à la fois, tu l'as dit quand même, de la pérennisation des outils, mais il me semble aussi vraiment on tient à ce que, justement, pour défocaliser de cette lentille un peu peut-être bloquante, qui est toujours, mais c'est parce qu'on manque d'outils qu'on fait pas les choses, de se dire, non, mais si on arrivait aussi à dégager des moyens de travailler sur vraiment les pratiques et les effets, ça aiderait. Mais effectivement, quand vous intervenez auprès d'un théâtre, on imagine bien que le théâtre peut payer sur facture, etc. Mais quand on intervient dans une école maternelle, ça se passe comment, ça ? Oui, alors il y a plusieurs possibilités. Tu l'as dit, il y a en fait ce que trouve l'astuce quand même souvent qu'on trouve, c'est qu'il y a possibilité pour les enseignants de rémunérer des artistes invités. Voilà, donc en fait souvent on va passer par ce genre de petite astuce-là, même si c'est insatisfaisant du point de vue de ce que ça fait voir à l'éducation nationale de ce qu'on aurait envie de faire. Et je pense que ça a été d'ailleurs un truc qu'on a beaucoup discuté. Il y a eu un article qu'on a publié avec Nolwenn Guilou, on a fait un peu un retour d'expérience justement en maternelle, où la question c'était, mais le problème de ces résidences-là, c'est qu'elles ont un côté très consommation. C'est elle qui le dit, elle utilisait ces termes, de dire on appelle un artiste ou une artiste, on la fait travailler sur ces thèmes, et puis merci et à bientôt, quoi. Alors que nous, on a vraiment vocation à accompagner sur un temps long et à des développements qui, du coup, ne passent aussi pas que par nous, mais par la communauté. Enfin voilà, c'est vraiment une autre démarche, et c'est vrai que il n'y a pas, je veux dire, formellement de ligne budgétaire. Et du coup, je pense, de compréhension que c'est un besoin qui pourrait être vraiment intéressant, une manière de fonctionner qui pourrait être intéressante. Donc après, on l'a dit tout à l'heure, on a quand même été en lien avec le Lab 110 bis, enfin avec des acteurs institutionnels, et on a aussi tout un volet sur lequel moi j'ai particulièrement travaillé à un moment, c'était sur comment est-ce qu'on infléchit les politiques publiques pour faire voir que ce genre d'approche d'intégrer des designers au sein des écoles, ça a été aussi le cas. On s'est posé la question d'architecte, enfin c'est pas que le métier de design, hein. Mais un certain nombre de compétences qui, si elles étaient intégrées et pensées de manière long terme au sein des collectifs de travail, notamment éducatifs, pourraient vraiment faire changer les choses. Ouais, le temps court et le temps long, ça c'est quand même quelque chose de très problématique et de récurrent comme question. Il nous reste 4 minutes, je suis désolé, le temps est passé extrêmement vite, donc je vais vous demander à chacun, à Pauline et à Louis, de nous dire ce qu'ils auraient oublié de dire, ou un point sur lequel ils voudraient insister, ou une autre ressource pédagogique peut-être. Donc vous avez 2 minutes chacun. Alors moi j'ai eu le temps déjà de développer un peu cette question de la contribution, parce que c'est vrai que étant le récepteur des différents retours, écueils que des utilisateurs des outils peuvent faire, moi je suis toujours intéressé d'en savoir plus sur les situations, les utilisations, au-delà du côté consommateur dans le logiciel. Et je pense qu'il y a des choses à faire, déjà dans les outils en eux-mêmes, pour arriver à sortir les gens d'une sorte d'utilisation passive, en quelque sorte, des logiciels, et plutôt les inciter à rentrer dans un mode plus actif et participatif, être un peu dans cette idée de développer ensemble des communs. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment, où faire communauté, ça a beaucoup de sens, à la fois pour... déjà dans son intérêt personnel, pour que les choses avancent, pour davantage répondre à des enjeux personnels, mais aussi pour faire circuler les savoirs, faire évoluer les pratiques. Donc il y a un peu cette question de la communauté, moi, qui m'est chère en ce moment et qui m'anime. Donc ça, c'était un peu sur le volet, le sujet sur lequel je voulais revenir. Et je voulais éventuellement parler rapidement d'une autre ressource numérique qui sont des amis que j'aime bien, la Sugarizer, qui du coup propose des activités pédagogiques
pour des jeunes publics, principalement des élèves primaires et maternels, et qui partagent certains des principes avec nos logiciels. Et du coup, je vous invite à aller voir. On mettra le lien sur la page de l'émission sugarizer.org. C'est la suite d'un projet qui avait débuté il y a très longtemps maintenant. Exactement, qui nous a aussi beaucoup influencé. Moi, j'avais découvert ça quand j'étais étudiant, le OLPC, One Laptop Per Child. Tout à fait, c'est les bases, juste graphiques, parce que le code n'a rien à voir, les bases de l'interface de cet ordinateur-là, conçu pour les enfants dans les pays en voie de développement, qui ont été reprises pour faire un environnement qui comporte de très nombreuses activités pédagogiques, éducatives pour des jeunes enfants. Merci, on mettra le lien sur la page de l'émission. Et peut-être pour moi, revenir, mais je pense que parce que voilà, il y a une sorte de cycle là, peut-être parce que ça fait 10 ans, mais revenir un peu à nos justement premiers amours de design graphique, et peut-être faire, je sais pas si c'est un appel, mais en tout cas dire que peut-être en ce moment, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément de retravailler un peu plus, puisque tout à l'heure on parlait par exemple des liens avec Movilab. Est-ce que finalement Doudok, Movilab, est-ce que ce serait pas pareil? Je pense qu'on a vraiment une appétence au sein de l'atelier des chercheurs à travailler cette question de la présentation des contenus. Et donc il y a une sorte d'homogénéité malheureusement bien souvent dans les projets qui présentent justement une galaxie de projets sous forme de tuiles, etc. Enfin, Doudok est plutôt là-dessus, d'ailleurs. Mais typiquement, les cahiers du studio, pas du tout. Et on sent bien que ça plaît à d'autres gens, que ça fait appel à d'autres personnes parce que ça permet de regarder les choses différemment. Et donc, je pense que voilà, on a très envie, par exemple, de travailler avec des projets comme des projets de Web2Print qui permettent de passer directement des contenus produits sur Doudok à penser une impression. Comment est-ce qu'on travaille ce lien-là? Donc, retrouver aussi un vrai regard et une attention à quels effets ça a de présenter sous forme de moodboard plutôt que présenter sous forme de texte qui est comme un livre de poche ou présenter sous forme de tuiles des projets. Ça fait pas la même chose. Et donc revenir à peut-être rediversifier un petit peu à partir de Doudok les manières de présenter tous ces contenus. Voilà. Merci beaucoup Pauline et Louis. Il est pratiquement 16h42, ce qui est parfait. Je vais repasser la parole à Étienne. Merci à vous deux. Ouais, et je vais joindre les remerciements de Laurent. C'était vraiment passionnant de vous écouter. Donc merci beaucoup Louis et Pauline d'avoir été avec nous. Merci. Et à présent, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Celtic Hearts par Kira Dali, disponible, et on se retrouve juste après sur Radio Cause Commune, la voie des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Celtic Heart par Kira Dali, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec la chronique à la rencontre du libre. Julie Chomard parcourt le monde à la recherche des personnes et organisations utilisatrices et contributrices de logiciels libres pour recueillir leurs pratiques et leurs besoins. Aujourd'hui, Julie, alors qui en même temps assure la régie, donc chapeau à elle, aujourd'hui, Julie va à la rencontre de Lucie Anglade pour discuter de la PyCon 2024, la convention annuelle française du langage Python. Julie, je te laisse la parole avec ton invité. Merci Étienne. Alors oui, aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un événement majeur qui va durer 4 jours et qui s'appelle PyCon. Je suis donc avec Lucie Anglade qui va nous en dire plus sur cet événement. Bonjour Lucie. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté, d'être venue en direct pour nous parler de donc, cet événement qui s'appelle PyCon. Alors, peux-tu nous expliquer ce que veut dire ce mot PyCon ? Alors, la PyCon, c'est la conférence Python. Du coup, ça donne PyCon, Python et conférence. Et là, on va parler de la PyCon en France, donc la PyCon FR. Ça va être 4 jours autour du langage de programmation Python. Donc, c'est 4 jours avec des conférences, des ateliers et des sprints. Et c'est organisé du coup par l'AFPI, l'association francophone Python dont je suis présidente. Alors, cet événement va se produire où et à quelle date ? Alors ça commence à la fin du mois, c'est du 31 octobre au 3 novembre, du jeudi au dimanche, donc c'est 4 jours. Et on change de ville régulièrement, cette année ça sera à Strasbourg, et c'est l'UFR Mathématiques et Informatique qui nous accueille gentiment dans leurs locaux. Donc l'UFR, ça veut dire c'est à l'université de Strasbourg. C'est ça. Et alors, comment on fait pour venir ? Il faut s'inscrire ? Oui, alors en effet, il faut s'inscrire. Alors toute la PyCon, c'est gratuit, mais par contre, on a besoin de savoir, nous, le nombre de personnes pour anticiper niveau organisation. Donc l'inscription, c'est obligatoire. Il y a tous les liens qui vont être sur le site de l'événement, donc c'est pycon.fr directement, ou après, vous pouvez choisir si vous venez le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et après, il y a d'autres options s'il y a une soirée le samedi soir. Donc ça, par contre, c'est payant. Vous pouvez prendre des t-shirts. Il y a aussi des inscriptions pour l'espace enfant et le déjeuner Py Ladies. Et on peut faire un événement gratuit parce qu'en fait, c'est entièrement financé par les partenaires et les sponsors. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça permet de faire une conférence plus accessible parce que souvent, c'est payant et quand... c'est pas trop pour les petits budgets. Donc voilà. N'hésitez pas si vous voulez devenir sponsor de l'événement. Oui, donc vous recherchez des sponsors ou des partenaires pour aider justement à la gratuité de cet événement. Oui, exactement. Et d'ailleurs, pour parler de gratuité, j'en profite pour dire que vous aviez, là aujourd'hui c'est clôturé pour cette PyCon 2024, mais j'ai vu que vous aviez organisé une bourse pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens de venir à la conférence Python. Oui, chaque année du coup pour aider les gens qui ne peuvent pas forcément payer le trajet jusqu'à la ville de l'événement ou l'hôtel ou autre. Du coup, ils peuvent demander des bourses, les gens, et après on octroie des bourses pour aider à financer transport, hébergement, etc. Et c'était ouvert jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc là, c'est passé. Mais pour la prochaine fois. Ouais. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que il faut s'inscrire sur le site, comme tu l'as dit. Et le site, c'est pycon.fr, pycon.fr. Voilà. Vous allez tomber sur l'édition 2024. Et donc, on peut aller à cet événement en train, en voiture, voire en avion. Mais bon, voilà. Et... donc c'est assez accessible. Moi, par exemple, je vais prendre le train, je vais arriver à Strasbourg parce que je n'ai pas de voiture. Donc, je me fais du souci, est-ce que ça va être loin ? Mais pas du tout. Donc, depuis la gare, j'aurai 15 minutes de transport en commun. Ce sera assez facile d'y aller.
Alors, Oui, c'est vraiment à côté de la ligne de tram, entre la gare et l'université, c'est quasi direct. ok. Et donc, ça va durer 4 jours. Alors, déjà, j'aimerais bien que tu nous dises les nouveautés de cette édition 2024. Tu m'as parlé de 2 nouveautés, déjà sur les niveaux de difficulté. Ouais, alors l'année dernière, on a eu des retours comme quoi, en fait, on ne savait pas le niveau de difficulté des conférences ou des ateliers. Alors, si on fait pas beaucoup de Python, est-ce qu'on va pouvoir comprendre ce qui se raconte ou pas? Et du coup, cette année, on a demandé aux personnes qui présentent des sujets d'indiquer du coup le niveau de difficulté de leur sujet. Donc, il va y avoir des choses qui vont être tout public, ou pour les personnes qui ne font pas de Python ou vraiment très peu de Python. Un niveau junior pour si on a des connaissances un peu sur le sujet abordé, et un niveau intermédiaire pour si là on a besoin de plus de connaissances sur le sujet. Il n'y a personne qui a proposé de sujet pour le niveau au-dessus de l'intermédiaire, donc il n'y en a pas cette année. Ok, d'accord. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que cette PyCon parle donc de Python, et que Python est un langage de programmation très utilisé dans le domaine du logiciel libre. Donc, vous pouvez donc venir, même si vous êtes débutant en Python ou si vous êtes plus expert, mais c'est vraiment ouvert à tous les niveaux. Oui, c'est ça. Et alors, deuxième nouveauté, cette année, en 2024, donc, vous avez ouvert un espace crèche. Ouais, on s'est dit que c'était quelque chose qui manquait, ça faisait plusieurs années qu'on avait déjà pensé à le faire. Et là, cette année, on a pu trouver un prestataire pour faire ça. C'est pas nous qui allons garder les enfants, on fait appel à des professionnels. Donc là, sur Strasbourg, ça sera l'antenne de Baby Chou à Strasbourg qui va s'occuper de ça. Donc les inscriptions pour l'espace enfant, c'est ouvert jusqu'à ce soir, parce qu'après, on va leur dire le nombre d'enfants qu'il y a. Donc c'est pour les enfants entre 3 et 12 ans. Et pareil, c'est gratuit aussi, juste il faut s'inscrire. Donc, je vous remercie pour cet espace crèche. Et d'ailleurs, donc ça facilite la venue de personnes qui ont des enfants et qui ont peut-être des difficultés à les faire garder. Et du coup, ça me fait penser à un sujet qui est quand même précieux pour vous, auquel vous faites très attention, qui est la diversité de genre et l'inclusion. Et donc, par exemple, la place des femmes est très importante pour vous, parce que c'est dans quand même le domaine informatique, développement, Python, langage de programmation, où encore les femmes ne sont pas assez représentées. Et donc, vu que vous prenez à cœur ce sujet, Lucie, qui est d'ailleurs une femme présidente de l'association Python francophone. Donc Lucie, vous organisez des keynotes, c'est-à-dire des conférences globales, enfin tu nous diras qu'est-ce que c'est, où il y a des femmes qui sont conférencières dans ces keynotes. Ouais, alors du coup, oui, comme tu as dit, sur la diversité de genre, et après pas que le genre, mais on travaille déjà sur ce sujet-là, c'est pas terrible en informatique de manière générale. Et du coup, on a essayé de faire plusieurs actions pour pousser à avoir plus de diversité pendant la PyCon et après dans la communauté Python tout court en fait. Donc du coup, ça passe par des keynotes. Donc les keynotes, c'est des conférences plénières, c'est-à-dire qu'au moment où il y a cette conférence-là, il n'y a rien d'autre en même temps sur le planning. Donc si on veut venir voir une conférence, c'est que celle-là, il n'y a pas le choix. Et du coup, là, ces 3 keynotes-là, ça va être présenté par des femmes. Donc le but, c'était d'essayer d'encourager les gens à proposer des sujets, donc plus les femmes, et aussi pour encourager à venir. Du coup, sur les conférences plénières, du coup, on a Oulé Matou Baldé qui va parler de son parcours de villageoise à IT Woman, Françoise Conil, qui est aussi membre de l'April, qui va parler de sujets de packaging Python, et Inès Montagny, qui est fondatrice de Explosion AI, du coup, qui va parler d'IA compagnie, que ça sera en anglais, ça là, par contre, de keynote. Ok. Et aussi, j'en profite pour dire que la communauté P-Ladies sera là, et vous allez même organiser un déjeuner entre filles trans, non-binaires et agenrées le samedi.
Et alors, rapidement, en 20 secondes, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi 4 jours et qu'est-ce qu'il y a dans les 4 jours? Je pense qu'il y a 2 jours et 2 jours. Ouais, alors pourquoi 4, je sais pas, parce que depuis que je fait partie des PyCon et de l'AFPI, ça a toujours été 4 jours, donc je sais pas originalement pourquoi c'est. En tout cas, les 2 premiers jours, les jeudis et les vendredis, ça va être pour les sprints, donc c'est des sessions de codage où il y a divers projets libres où on peut venir participer, et même si on sait pas coder en Python, il y a des projets où il n'y a pas besoin de code, c'est vraiment genre par exemple la traduction de la documentation Python en français. Ça, il n'y a pas besoin de savoir faire vraiment de Python, c'est de la traduction. Et après, le samedi, dimanche, ça va être du coup des conférences, donc sur plein de sujets divers et variés, et des ateliers où là, ça va être plus mise en pratique et faire des choses. Et après, il y a toujours une session de Lightning Talk, donc des petits talks très très courts, de 5 minutes, session libre. Oh, merci beaucoup Lucie. Alors donc je rappelle, c'est à Strasbourg et c'est du 31 octobre au 3 novembre et c'est la PyCon. Merci beaucoup Lucie d'être venue. Merci. Et merci à Julie d'avoir à la fois géré la régie et l'interview. Bravo à toi, je sais pour l'avoir fait que ce n'est pas un exercice facile. En tout cas, nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. L'April est l'association qui promeut et défend le logiciel libre et les libertés informatiques. Au fur et à mesure des années, sa tâche s'est accrue, le nombre de dossiers à traiter toujours plus urgents les uns que les autres augmentant. Et pourtant, depuis 2015, année de la dernière campagne d'adhésion, aucune campagne d'appel au soutien financier n'a été proposée. 9 ans de silence. Donc depuis 3 ans, notre situation financière étant plus à l'équilibre, il nous a paru opportun de relancer la machine en cette fin d'année. Pour finir sereinement l'année 2024, une somme de 20 000 € nous serait nécessaire. Pour cette nouvelle campagne, nous n'allons pas vous proposer un seul et unique texte, mais 9, un pour chacune de ces 9 années de silence. Ce défi a été fièrement et nous espérons dignement relevé par notre équipe devenue pour un temps une rédaction de journalistes. Soyez à l'affût car à partir de demain et durant 9 semaines, chaque mercredi, paraîtra un exemplaire de ce magazine automnal, le Lama déchaîné. Diverses rubriques vous présenteront les différentes actions de l'association durant toutes ces années. Rendez-vous mercredi 16 octobre pour le premier numéro, le numéro 0 du Lama déchaîné. En informatique, tout commence par 0. Libre à vous est diffusé depuis 2018 sur la radio associative Cause Commune, la voix des possibles. Le modèle économique de Cause Commune fonde sa pérennité sur son indépendance vis-à-vis d'éventuelles recettes publicitaires et concentre son appel au fonds public à la seule subvention d'exploitation FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Plus de 750 radios associatives bénéficient de ce fonds. Le projet de loi de finances 2025 prévoit une coupe de 35% de ce FSER, le faisant passer de 35 millions d'euros en 2024 à 24 millions d'euros en 2025, mettant gravement en danger l'existence de radios telles que Cause Commune. Nous vous encourageons à agir, par exemple en contactant vos députés pour leur signaler l'alerte. N'hésitez pas à utiliser vos propres mots, à faire simple, même une phrase peut suffire. Faisons corps pour défendre les radios libres. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Florence Chabanois, Laurent Costi, Pauline Gourlet, Louis Éveillard, Lucie Anglade et Julie Chomard, non seulement chroniqueuses du jour, mais également aux manettes de la régie. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Lebert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets, des émissions en podcast individuel par sujet, Quentin Gibaud, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouvez sur le site web Libre à vous toutes les références utiles, ainsi que le site web de la radio, causecommune.fr. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Notre prochaine émission aura lieu en direct mardi 22 octobre à 15h30. Nous vous invitons au Café Libre pour discuter de l'actualité autour du logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 22 octobre. Et d'ici là, portez-vous bien.